Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque hebdomadaire. Bienvenue dans Somniloque, un épisode qui, cette semaine, à contrario un petit peu de tout ce qu'on a fait précédemment, puisqu'on a beaucoup évoqué ensemble, dans ces discussions nocturnes, la question de l'immensité du cinéma, de tout ce qu'il permettait, de tout ce qu'il avait de fantastique, de mystérieux, de toute sa dimension spirituelle aussi, parce que je reste convaincu, et j'espère que vous le comprenez au fil de ces podcasts, en tout cas c'est ma vision des choses, que le cinéma et l'art en général d'ailleurs a une dimension qui relève du spirituel et qui se détache un petit peu de nos préoccupations humaines bien terre à terre à nous. Mais justement aujourd'hui, au-delà de parler du caractère de potentialité infinie du cinéma, aujourd'hui on va s'intéresser sur ses limites. Vous avez voté, comme toutes les semaines, sur Twitter et Instagram, @Dex et le cinéma pour ce sujet. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi en profiter pour remercier les personnes qui font des dons sur mon compte Patreon pour me soutenir financièrement. Voilà, c'est merci beaucoup de croire en moi, d'avoir cru dans ce que je fais, de continuer à croire dans ce que je vais vous proposer. Merci beaucoup pour ça. Mais la parenthèse étant faite, aujourd'hui, nous allons parler de la question de la morale du cinéma. Parce que, au fil de tous ces épisodes, on s'est interrogé à travers des sujets un petit peu touchy, un petit peu, voilà, polémiques, sur notamment concernant la violence, concernant la sexualité. On s'est beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que le cinéma pouvait venir nous chercher sur des terrains auxquels on n'était pas habitué qu'on vienne nous chercher, qui pouvaient nous mettre en face de certaines représentations, qui pouvaient nous déplaire, nous déranger, parce qu'en fait elles renvoyaient très profondément à quelque chose qui était si intime que le voir dévoilé par notre projection sur l'image de cinéma, on le vivait comme une sorte d'agression, mais on ne s'est pas posé la question du droit du cinéma à faire ça. Le cinéma, malgré sa potentialité, malgré l'infini de ses possibilités artistiques, a-t-il tous les droits? Et c'est une question qui travaille les cinéastes depuis très longtemps. A-t-on le droit de tout représenter? A-t-on le droit, en tant que cinéaste, soi-disant donc prenant la stature d'un artiste tout-puissant, a-t-on le droit d'imposer notre regard à n'importe quel sujet? Et est-ce que notre liberté de cinéaste prévaut sur le sujet en lui-même? Et l'enjeu justement que pose cette question de la morale du cinéma, c'est celle du rapport entre l'artiste et son sujet. L'artiste a-t-il tous les droits sur le sujet qu'il traite? Parce que en abordant la question du sexe, en abordant la question de la violence, en fait, on a touché à des choses assez abstraites. C'est-à-dire que la violence, le sexe, voilà, ce sont des grandes questions, ce sont des grandes considérations, on met des majuscules à ces deux mots, mais on s'est jamais vraiment interrogé sur le droit qu'avaient les cinéastes à venir saisir des choses qui peut-être méritaient d'être appréhendées avec, on va dire, une certaine en temporisant un petit peu, si vous voulez, parce que si le sexe et la violence sont des thématiques strictement humaines et donc universelles, et qu'elles nous appartiennent chacun et à chacune d'entre nous de la même manière, et que on peut dire, moi c'est la position que je défends et que j'ai défendue dans les épisodes précédents, que chaque artiste est en droit de traiter ces thématiques-là de la façon dont il l'entend, justement parce qu'elles sont universelles. Mais qu'en est-il de ce moment où le cinéma, justement parce qu'il est cinéma, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il conserve cette puissance qu'on a évoquée dans les épisodes précédents, vient s'attaquer à des éléments auxquels, entre guillemets, en tout cas c'est la question qu'on va poser, il n'aurait pas le droit de venir s'attaquer. Parce que il y aurait une limite à sa potentialité de représentation. Alors, moi, personnellement, lorsque j'ai découvert qu'il y avait ce débat-là, mon premier réflexe, en fait, ça a été tout simplement de me dire « Oui, bah, c'est bon, voilà, c'est encore des connards, comme ceux qui critiquent le sexe, comme ceux qui critiquent la violence au cinéma. C'est des gens qui n'ont pas envie d'être choqués dans leur petit confort de spectateur, et qui, voilà, se disent « Oh là là, le cinéma n'a pas le droit de faire ça, mais qu'en est-il ?» Voilà, une critique strictement morale gratuite, hein, de l'ordre sociétal, du fait que, voilà, les bonnes viennent petites valeurs traditionnelles, du fait qu'on n'a pas le droit de représenter certaines choses. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on apprend le cinéma, c'est aussi le parcours de tout cinéphile, hein, moi le premier, on découvre des polémiques, on découvre des films, on découvre des réflexions de cinéastes, et on se rend compte que ce sujet de la morale du cinéma, ce sujet de questionner en fait cette toute-puissance, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et j'avais envie d'aborder ce sujet-là avec vous, en plus vous avez voté pour, et comme c'est un des sujets que j'avais envie de traiter, je suis ravi que vous l'ayez fait, et on va l'aborder à travers le cas d'un exemple très particulier, qui est celui de la liste de Schindler de Steven Spielberg. Bon alors, je vais pas vous résumer ce qu'est la liste de Schindler de Steven Spielberg, parce que vous
connaissez tous ce film au moins de nom, et même si vous ne l'avez pas vu, vous voyez très très bien de quel film il s'agit, donc je ne vais pas épiloguer sur ce sujet. Par contre, ce sur quoi on va s'intéresser, au-delà du film, c'est sur les réactions qu'il a suscité notamment chez d'autres metteurs en scène, et en particulier le metteur en scène Claude Lanzmann. Alors Claude Lanzmann, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un metteur en scène de documentaire juif, qui a réalisé un documentaire extrêmement célèbre dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Shoah, et qui est un documentaire de 8 heures, donc voilà, on est quand même sur une sacrée volonté de raconter quelle a été la souffrance du peuple juif, quelle a été l'horreur de la Shoah, à travers le projet du documentaire, mais avec une optique très particulière, c'est qu'en fait Shoah n'est pas constitué d'images d'archives des camps, comme par exemple on pourrait le voir dans Nuit et brouillard de Alain Resnais. C'est un film qui est exclusivement raconté à travers les témoignages de ceux qui ont été dans ces camps. C'est-à-dire que le parti pris en fait moral et artistique de Lanzmann en faisant Shoah, ça a été de dire que l'horreur de l'Holocauste est telle, l'ignominie en fait est telle que la raconter à travers l'invention cinématographique, à travers la toute-puissance du cinéma, ce serait de toute façon la sublimer. C'est-à-dire que si on utilise la potentialité infinie du cinéma pour raconter quelque chose de si terrible, on finirait intrinsèquement par le rendre beau et par le déposséder de la réalité historique, de la réalité triviale, humaine, de ce qu'a été l'horreur de cet événement, et lui s'est refusé à le faire. Et lorsqu'est sortie la liste de Schindler, qui a d'ailleurs été majoritairement saluée par la presse cinéma à l'époque, et ben Lanzmann a été l'un de ceux qui s'est interrogé sur ce film, et s'est interrogé notamment sur la question de la représentation de la Shoah qui est faite par Steven Spielberg, et il s'y est attaqué de façon assez frontale. Et je vous propose là d'écouter ce que nous dit Claude Lanzmann sur ce film de Steven Spielberg, et voilà, qu'on s'interroge ensemble sur les conclusions que l'on peut en tirer. Donc je vous lis. J'ai vu Les Aventuriers de l'Arche perdue. J'ai vu E.T. J'ai dû voir Les Dents de la Mer, et j'aime bien ces films. Mais Spielberg ne peut pas raconter l'histoire de Schindler sans dire aussi ce qu'a été l'Holocauste. Et comment peut-il dire ce qu'a été l'Holocauste en racontant l'histoire d'un Allemand qui a sauvé 1300 Juifs, puisque la majorité écrasante des Juifs n'a pas été sauvée? En voyant la liste de Schindler, j'ai retrouvé ce que j'avais éprouvé en voyant le feuilleton Holocauste. Transgressé ou trivialisé. Ici, c'est pareil. Le feuilleton ou le film hollywoodien transgresse parce qu'il trivialise, abolissant ainsi le caractère unique de l'Holocauste. Alors ce que je trouve très intéressant dans le point de vue de Lanzmann sur ce film, c'est que déjà lui-même, s'étant interrogé sur la façon de représenter la question de la Shoah au cinéma, eh bien il est assez bien placé, en tout cas je trouve, pour s'interroger sur la question de la représentation. Et on le voit bien ici, l'enjeu pour Lanzmann, c'est celui de la représentation. C'est-à-dire que, je paraphrase un petit peu évidemment ce qu'il dit, lorsque Spielberg raconte l'histoire de Schindler, en fait il ne raconte pas l'histoire de l'Holocauste, mais il vient la sublimer à travers l'héroïsme d'un homme qui en fait n'est pas du tout représentatif de l'horreur de ce qu'a été l'événement. Et ce qu'il reproche en fait à Spielberg, c'est d'avoir hollywoodianisé, voilà, je fais un barbarisme absolument honteux, mais voilà, d'avoir rendu hollywoodien quelque chose qui justement est si horrible qu'il n'est pas possible de le trivialiser, pour reprendre son mot, de cette manière-là. C'est-à-dire que pour Lanzmann, à travers la caméra de Steven Spielberg, qui nous fait un très grand film hollywoodien, et La Liste de Schindler est un très grand film hollywoodien, avec toutes les limites que ça peut imposer dans l'appréciation du cinéma, en fait, on vient sublimer. On vient rendre grand quelque chose qui justement ne l'est pas. Alors, je ne suis pas juif, voilà, il n'y a pas, mon histoire personnelle, mon histoire d'individu, voilà, qui vous parle, ne me permet pas d'interroger dans ma chair et dans mon âme la question de la Shoah. Voilà, pour moi, la Shoah, c'est un événement historique immonde, ignoble, mais je ne le vis pas dans ma chair.
parce que ça ne fait pas partie de mon histoire, parce que je n'ai pas de membres de ma famille qui sont morts dans les camps, j'ai des amis qui ont des membres de leur famille qui sont morts dans les camps, mais voilà, c'est quelque chose que je ne peux regarder, malheureusement, et c'est aussi les limites qu'on peut avoir à l'empathie, que de loin. C'est-à-dire que je peux me mettre dans une façon, dans une posture de comprendre, d'être en empathie avec ces gens, mais je ne peux pas l'expérimenter dans ma chair. Donc, la question de la Shoah, moi je peux pas dire qui a raison là-dedans. Par contre, ce que je vois, moi, en tant que passionné de cinéma, c'est qu'on a un affrontement très puissant entre la question de la représentation et la question de la véracité de ce qui est représenté. Et ce que je trouve très beau et très intéressant, et finalement assez paradoxal dans ce débat, c'est qu'en fait, ce que reproche Lanzmann à Spielberg, c'est un processus... Alors lui, il utilise le mot trivialisé, mais moi je réemploie ce mot, parce qu'il me paraît, selon moi, plus juste, c'est le mot de sublimation. C'est-à-dire que lorsque on rend fictif, lorsqu'on rend hollywoodien, ou pas forcément hollywoodien, mais lorsqu'on rend cinématographique quelque chose, on le sublime. Et la question, qui donc ne vient pas du tout minimiser la puissance du cinéma, puisque le cinéma est une puissance de sublimation, y compris dans la critique de Lanzmann, c'est est-ce que nous sommes en droit de tout sublimer ? Et d'ailleurs, lorsque Lanzmann parle de ça, il se réfère aussi beaucoup à une polémique qu'on appelle la polémique du travelling de Capot. C'est un article en fait qui avait été écrit par le réalisateur Jacques Rivette à propos d'un film qui s'appelle donc Capot, qui a été réalisé par Gillo Pontecorvo, qui mettait en scène notamment Emmanuel Riva, qui, dans le film, finissait en fait par se suicider en se jetant contre les barbelés électrifiés. Et donc Jacques Rivette, voyant ce film, Capot, avait écrit un article qui s'appelle « De l'abjection ». Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la violence, de la confrontation de philosophie esthétique qui se joue là-dedans. Et en fait, notamment, il critiquait un plan, qui est donc le plan où Emmanuel Riva meurt, en fait, et elle est attachée, en fait, elle se tient au barbelé, et le réalisateur fait un travelling. C'est-à-dire qu'en fait, il magnifie l'horreur de l'événement, le drame de cet événement, par la machinerie du cinéma, il vient sublimer l'horreur de ce qu'est la Shoah dans tout ce qu'elle a de plus trivial. Et cette question de la sublimation vis-à-vis de l'horreur, c'est une question fondamentale lorsqu'on s'interroge sur la puissance du cinéma. Et même si j'ai ce réflexe, ce présupposé de dire « on ne censure pas les artistes ils font ce qu'ils veulent », je ne peux pas dire, en écoutant les arguments de Lanzmann, en écoutant même les arguments de Rivette à propos du film Capot, je ne peux pas dire qu'ils ont tort. Parce que cette question de la responsabilité des artistes vis-à-vis de ce qu'ils filment, c'est une question qui est tellement fondamentale, qui est tellement intime, tellement personnelle, que qui suis-je, moi, à cette heure tardive, là, pour émettre une opinion définitive sur ce sujet? Je vous le donne en mille, absolument personne. Je ne suis personne pour critiquer les arguments de Lanzmann et Rivette, tout simplement parce que ces arguments sont fondés. Ils sont fondés parce qu'ils ne remettent pas en cause la sublimation permise par le cinéma. Et en relisant cet article de Lanzmann pour préparer cet épisode, j'ai voulu en fait, je sais pas, mon esprit a fait un truc, c'est qu'il a extrapolé ça avec notamment toute la libération de la parole vis-à-vis des violences sexuelles qu'a permis le mouvement MeToo, et les critiques qui sont venues avec ça, avec une volonté de féminiser le rapport au cinéma, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, et notamment, et là ce qui m'a un peu plus posé problème, dans la critique qui a été faite vis-à-vis de certains cinéastes, notamment en mettant en scène le viol. C'est quelque chose dont on avait pu parler dans l'épisode sur la violence, parce qu'on avait pris l'exemple de Irréversible, et du fait que moi je trouvais justement que Irréversible était un très 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 grand film, justement par le fait de sa mise en scène de la scène de viol, mais cette critique, elle a eu un sens pour moi, et elle est assez intéressante dans la conception justement parce que, quelque part, on va reprendre texto les arguments de Lanzmann, sauf qu'on va les transférer sur la question du viol et la question d'Irréversible. Est-ce que lorsque Gaspard Noé vient faire cette scène de la façon qu'il le fait, c'est-à-dire qu'il met en puissance, en fait, tous les objets, toutes les techniques de sublimation permises par le cinéma d'un acte aussi horrible, est-ce que justement il ne vient pas le trivialiser ? Est-ce que justement, il ne vient pas en fait minimiser la violence de cet acte en le rendant sublime? Et entendons-nous bien, je veux dire, quand je dis sublime, je veux dire cinématographiquement sublime. C'est-à-dire que quand je vois la scène de viol de Irréversible, je vois une grande scène de cinéma. Mais est-ce que justement, je devrais
voir une grande scène de cinéma? C'est une vraie question. C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse à apporter. Parce que c'est aussi ça la réflexion sur le cinéma, c'est se poser des questions sans forcément y trouver de réponse. Et je ne sais pas quoi penser de ces arguments-là parce que j'ai une vision de la question de la représentation au cinéma, qui m'est personnelle, qu'on peut contester. D'ailleurs, si vous, en commentaire, vous en avez une autre, n'hésitez pas à la partager, en même temps que des idées de sujets à traiter dans cet épisode. Lorsque je m'interroge sur qu'est-ce qu'a le droit de faire un metteur en scène, qu'est-ce qu'a le droit de faire une metteuse en scène, la seule limite que je vois, c'est celle de la violence exercée sur autrui. C'est-à-dire que pour moi, la seule limite morale, et là on parle vraiment de morale du cinéma, de morale esthétique du cinéma que j'attribue à un film, c'est de dire tu n'as pas le droit de contraindre quelqu'un pour obtenir ce que tu veux. C'est-à-dire, on va prendre un exemple bas du front, si tu veux une scène de meurtre, tu tues pas vraiment quelqu'un. C'est débile comme exemple, mais fondamentalement c'est ça. Et en fait c'est quelque chose qu'on peut attribuer à tout un tas de scènes, c'est-à-dire que si tu veux que ton acteur enfant pleure, eh ben, tu ne l'insultes pas et tu ne le gifles pas pour qu'il pleure. Parce que là, tu exerces une violence. Et là, justement, le cinéma devient objet de violence. Et ça, c'est ma limite. C'est d'ailleurs la limite qui fait que je peux condamner moralement certains films. Alors, ils sont pas nombreux, et croyez-moi, c'est pas dans ma bouche que vous allez avoir... voilà, c'est pas dans ma bouche que vous allez entendre des mots du genre « c'est horrible, c'est innommable, c'est complètement immoral de faire ça ». Mais il y a des films, moi, qui m'ont choqué vis-à-vis de ce positionnement moral, notamment un documentaire, par exemple, qui s'appelle Carré 35. Alors, c'est un documentaire qui n'est pas très connu et que je vous... voilà. On va pas trop en parler parce que c'est vraiment un film que je déteste viscéralement pour ça. Parce que c'est un film qui, sous couvert... En fait, c'est l'histoire d'un gars qui... en gros, sa sœur est morte-née à peu près. Enfin, elle est morte quand elle était bébé et on lui a caché l'existence de cette sœur. Et il va, en fait, réaliser un documentaire où il part en quête de ce fantôme-là, qui est donc enterré sur une tombe qui porte le numéro 35. Et il va, en fait, à travers la caméra de son documentaire, forcer ses parents à lui dire la vérité. En fait, par le fait qu'il les filme, il va les mettre dans l'impossibilité de lui dire non, dans l'impossibilité de continuer à lui mentir. Alors, c'est un propos qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement fort, sur la véracité que permet le cinéma, sur le cinéma comme arme de dévoilement, mais c'est aussi un film que je trouve absolument horrible et immoral, pour le coup, voilà, là je vais employer le mot, parce que c'est un film qui contraint par la violence les parents à dire la vérité. Et ces parents-là n'ont pas envie de la dire, cette vérité. Ils sont en pleurs, ils sont dans le refus d'affronter une vérité qui leur fait souffrance, et le metteur en scène le sait, et continue son processus cinématographique jusqu'à obtenir cette vérité, peu importe les violences psychiques que ça va causer au sujet qu'il est en train de filmer. Et pour ces raisons-là, même si le film, cinématographiquement parlant, est très fort, je ne dis pas le contraire, est très intéressant, juste pour cette raison-là, juste parce que le metteur en scène a fait acte de violence à travers son cinéma, ce film me dégoûte. Ce film est immoral, et c'est en ça que je comprends les reproches que peuvent faire Lanzmann et Rivette. Parce que, alors c'est un sujet tout à fait différent, hein, bien sûr, vous l'avez vu, mais nous avons tous nos limites morales vis-à-vis d'un art esthétique. Il existe une morale du cinéma. Le cinéma ne peut pas tout faire parce que, j'ai envie de dire, de façon triviale, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et la puissance de sublimation du cinéma nous amène, je crois, et je crois que c'est sain comme réflexion à avoir, de réfléchir sur ce que l'on va faire de cette puissance, sur ce que l'on va faire de cette force. Et je crois que cette réponse nous appartient à toutes et à tous, que l'on soit réalisateur, réalisatrice, spectateur, spectatrice, et que ce n'est pas à quelqu'un de prendre une décision unilatérale pour le cinéma en général, mais c'est à nous de nous interroger sur la façon dont on questionne justement le pouvoir de cet art qu'on aime tant. Et à travers cet exemple de la Shoah, qui pour des raisons très évidentes et totalement compréhensibles a posé des problèmes dans les enjeux de représentation, j'ai voulu aborder d'autres sujets pour montrer que ce débat, en fait, il avait un sens et qu'il s'articulait toujours autour du fait que la représentation est un enjeu fondamental et que le cinéma a une vraie responsabilité dans ce débat. Et il faut la prendre en compte, cette responsabilité, quitte à l'assumer. C'est-à-dire que, par exemple,
Moi, je maintiens ce que j'ai dit dans l'épisode sur la violence du cinéma vis-à-vis de la scène de viol de Irréversible, sur le fait que oui, il y a acte de sublimation, ça je vais pas dire le contraire, mais par contre, ça a un sens de le faire comme ça. Pour les arguments que j'ai donnés dans cet épisode, je vous renvoie à cet épisode-là pour entendre les explications que je peux donner sur ce sujet. Pour moi, ça a un sens de le faire comme ça, et je défends la démarche. Ça ne veut pas dire que je défendrai la démarche pour tous les metteurs en scène. Mais je me suis posé la question. Et je trouve ça essentiel que l'on se pose tous ensemble cette question, que l'on réfléchisse ensemble à ce sujet-là, parce que aimer un art, c'est aussi le questionner dans ses limites. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur le sujet de la morale du cinéma. J'espère que ce sujet vous aura passionné tout comme moi, vous aura intéressé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour continuer à voter pour les sujets des prochains épisodes. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires, ils sont là pour ça. Merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter, à me suivre. J'espère que vos nuits seront douces, bercées par toutes ces réflexions et par ces rêves de projecteurs qui nous semblent éternellement éteints, mais on sait tous qu'ils vont finir par se rallumer. Et si vous écoutez ce podcast en journée, eh bien écoutez, regardez des films. Même si vous êtes insomniaque d'ailleurs et que vous êtes en pleine nuit, regardez des films. Et interrogez-vous. Parce qu'on n'aime jamais suffisamment un art qu'en s'interrogeant sur ce qu'il nous apporte, sur ses limites et sur son pouvoir. Salut à tous.